Et sinon, quels seront les bénéfices que la France aura si un jour ce genre d'entraide juridique entre l'Indonésie et la France aura lieu? Même, prenons par exemple l'Indonésie, par exemple, avec un autre pays Oui. qui ont des différents systèmes juridiques et aussi appliquent la peine de mort. Par exemple, ce que j'ai vu, la France a une coopération avec les États-Unis, Oui. qui eux aussi pratiquent la peine de mort, Oui. et aussi avec la Chine. Oui. Et d'après votre opinion, quels sont les bénéfices de la France pour avoir ce genre d'entraide? Alors, dans quel sens voulez-vous dire les bénéfices de la... Dans les bénéfices juridiques, aussi dans les bénéfices, par exemple, pas certainement politiques, mais en tant que pour protéger les citoyens français qui sont à l'étranger. Oui, oui, ça c'est l'intérêt politique, je pense. Hein, c'est que comment dire, c'est qu'un pays se considère comme toujours garant du fait de sa compétence personnelle, en fait, je ne vais pas dire du bien-être, mais en tout cas de la protection de ses nationaux qui se trouvent à l'étranger. Et je crois que là, il y a quasiment une sorte d'intérêt de souveraineté à montrer qu'on protège ces nationaux qui sont à l'étranger, qu'on est un garant de leurs droits. Maintenant, quel est l'autre intérêt? Je vous dis, l'intérêt, c'est la réciprocité, hein, quand on s'engage dans ce type de processus. C'est un intérêt en termes d'opinion publique, je pense, très clairement. Oui, évidemment, par rapport à des pays qui ont la peine de mort aussi, comme ici en France, elle n'existe pas. L'intérêt, ça va être de dire à l'opinion publique qu'on ne va pas laisser exécuter son ressortissant à l'étranger. Cela dit, on n'a aucune... ça reste vraiment une faculté, hein. C'est-à-dire que le pays de condamnation ne va pas être obligé d'extrader. Et il n'y a pas de règle en droit international qui prohibe la peine de mort. Oui. Ça, faut savoir ça, hein. Ça reste une compétence souveraine de l'État. Même dans les affaires, vous savez, l'affaire de la Cour internationale de justice, il y a eu deux affaires. Il y a eu les affaires Avena et Lagrange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui. Alors, ce sont des condamnés à mort, ce sont des personnes d'origine allemande pour l'affaire Lagrange, même si le nom n'a pas l'air très allemand. Lagrange, ouais. Voilà, je connais. Ce sont des condamnés à mort d'origine allemande, et pour l'affaire Avena, ce sont des condamnés à mort de nationalité plus exactement mexicaine. Ah oui. Et donc, ils ont été condamnés à mort, alors je ne sais plus si c'est au Texas ou dans un des États des États-Unis qui pratiquent la peine de mort. Et c'est allé devant la Cour internationale de justice parce que les États d'origine, c'est-à-dire l'Allemagne et le Mexique, ont saisi en urgence la Cour internationale de justice. Alors, non pas parce qu'ils reprochaient aux États-Unis de pratiquer la peine de mort, parce que ça, encore une fois, c'est un choix souverain, et il n'y a pas une obligation internationale qui interdirait ça. En revanche, ils ont reproché aux États-Unis de n'avoir pas informé les détenus américains, les détenus allemands et mexicains, qu'ils avaient le droit de demander l'assistance consulaire. Et ça, c'est dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Quand il y a une personne de nationalité étrangère qui est arrêtée sur un territoire, les autorités qui la détiennent doivent l'informer qu'elles peuvent demander une assistance consulaire. Alors, après, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que le détenu va demander l'assistance consulaire et le pays va accepter de la donner ou non, hein, en fonction de ses intérêts. Mais en tout cas, c'est ce que n'avaient pas fait les États-Unis. Ils n'avaient pas informé les Mexicains et les Allemands qu'ils avaient droit à une assistance consulaire. Et donc, c'est là-dessus que la Cour internationale de justice a condamné les États-Unis. Mais elle ne les a pas condamnés sur le fait qu'ils auraient prononcé la peine de mort, parce que ça reste un choix souverain. Enfin, à moins d'avoir ratifié un traité international, une convention qui interdise la peine de mort, comme ça existe dans le cadre européen, par exemple. Évidemment, dans ces cas-là, le pays est lié. Mais sinon, il n'y a pas une règle internationale qui lie les États par rapport à ça. Donc c'est purement souverain. C'est purement souverain, et donc on peut comprendre ça peut se comprendre des deux côtés, en fait. On peut comprendre à la fois le pays qui ne pratique pas la peine de mort et qui, du coup, est horrifié parce qu'il y a un ressortissant qui est condamné à mort à l'étranger, mais on peut comprendre aussi ce pays-là qui est libre en vertu du droit international d'avoir la politique criminelle qu'il entend avoir, hein, et qui considère que peut-être par rapport à son histoire ou à sa situation, il y a des crimes qui sont particulièrement graves. Je pense au crime de drogue, au trafic de drogue chez vous. Personnellement, moi aussi pareil, je suis contre la peine de mort, mais
pour moi, c'est toujours injustifiable, quelle que soit la cause. Mais en Indonésie, on pratique toujours ça. Et comme vous le savez, il y a aussi un autre Français qui est sur la liste. Serge Atlaoui, je pense que c'est Serge Atlaoui. Comment trouvez-vous les tendances de la peine de mort en Indonésie? Parce que là, elles sont spécialement conçues pour tous les trafiquants de drogue. Parce que dans les cas spéciaux, la peine de mort pratique pas que pour les trafiquants de drogue, mais aussi pour la corruption et en autre cause. Mais comment trouvez-vous la tendance de la peine de mort en Indonésie? Le fait qu'on pratique la peine de mort sur le... oui, c'est ça. Bon. Je suis toujours très embêtée quand j'ai à juger la politique d'un autre État souverain, parce que j'ai beau être enseignante en droit international, je suis très sensible à la notion de souveraineté. Je peux vous dire, nous, à titre personnel, moi je suis contre la peine de mort aussi, voilà, mais bon, je suis dans mon pays et voilà. Je me permettrais difficilement de juger ce que pratique un autre pays en matière pénale. Sauf si c'est fait de manière absolument arbitraire, sans garantie procédurale de recours, sans avocat, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en Indonésie, effectivement, c'est par rapport à un fléau qui affecte particulièrement le pays. Je ne veux pas me transformer en donneuse de leçons qui dit quelle horreur, vous pratiquez la peine de mort, c'est rétrograde. Parce qu'on a besoin de ce genre d'opinion pour les transférer peut-être aux autres personnes en Indonésie, parce que on a toujours notre point de vue indonésien, et pas celle qui pratique et qui se battent pour les droits de l'homme. Donc, pour moi, le véritable problème de la peine de mort, c'est évidemment les erreurs judiciaires. Voilà, et ça... ça c'est évidemment un gros... Enfin, moi, à titre personnel, c'est... Alors, je vais vous dire les choses à titre très très personnel. Je pense que dans des sociétés, alors en France, je pense que dans des sociétés qui sont devenues complètement laïques, et moi je suis croyante, mais dans le cas d'une société complètement laïque, je crois que la peine de mort n'est pas compréhensible. Voilà, pour moi c'est ça le fond du problème. Et quand vous regardez des manuels de droit pénal du Moyen-Âge, par exemple, ou des récits d'exécution au Moyen-Âge, parce que ça, évidemment, ça existait, vous voyez que la peine de mort avait une sorte de sens de rédemption, dans un sens religieux du terme, et il y avait toute cette dimension-là qui accompagnait la peine de mort. Cette dimension-là, elle n'existe plus. En tout cas en France, on est dans une société complètement laïcisée, et du coup, je pense que la peine de mort a perdu son potentiel côté rédemption, et du coup elle me paraît difficilement compréhensible. Dans des sociétés laïques, je vois, au fond, je ne vois pas de fondement laïque à la peine de mort. Je vois un fondement religieux éventuel, en fonction de nos croyances ou non, donc évidemment il va être légitime ou non. Je vois un fondement religieux qu'on peut éventuellement défendre, parce qu'il y a aussi l'idée que du coup il y a une vie après la mort, et que quand on est dans des sociétés non religieuses, laïcisées, je crois que la peine de mort devient incompréhensible. Et pour moi, c'est pour ça que notamment en France, ça me paraît très délicat d'avoir la peine de mort en France, alors qu'on est dans une société qui s'est laïcisée, et où du coup ça n'a plus de sens. Je pense que ça se pratique plus sur les pays qui appliquent le droit du charia, au Moyen-Orient. Oui, c'est souvent lié à des fondements religieux, avec des populations qui elles-mêmes restent très religieuses, et qui voient aussi dans la peine de mort au fond presque je pense un moyen qui vaut mieux un châtiment humain pour éviter ensuite le châtiment de Dieu. Enfin, je crois qu'il y a cette idée-là. Alors évidemment, dans des sociétés très religieuses, je ne me permets pas de juger ça. Dans des sociétés laïques, je crois que c'est plus compréhensible. Oui, exactement. Et pour ma dernière question, madame, en Indonésie, en ce moment, il y a une polémique entre la police nationale et la commission d'éradication de corruption. Vous avez entendu sur ce problème-là? Mais le problème, c'est qu'il y a des droits qui seront là, qui peuvent résoudre ce genre de problème très effectivement. Mais en fait, parce qu'il y a les ambiances politiques et tout ça qui empêche
ces problèmes-là de finir. Et je voudrais savoir sur les exécutions des droits en France, Oui. parce qu'en Indonésie, avec les lois et les droits qui sont déjà ils sont très applicables, et ils n'utilisent pas ça. Et d'ailleurs, ils créent des commissions indépendantes pour résoudre ce genre de problème en Indonésie. Et c'est pas tout à fait effectif pour un moyen de résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes liés à la police, c'est ça? Oui, à la police qui violerait les droits de l'homme ou... Oui. D'accord. Oui. Et la France, y a-t-il des conditions pareilles? Alors il y a un système, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un système d'inspection de la police, qu'on appelle la police des polices en fait, qui est chargé d'enquêter aussi sur des policiers qui sortiraient de leur cadre, voire qui se livreraient au trafic de drogue, comme ça a pu exister, ou qui s'enrichiraient, ou qui il y a tout ce... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est le GIPN, groupe d'inspection de la police nationale, quelque chose comme ça. Enfin, c'est encore une structure administrative en fait. Après, s'il y a une exaction qui est commise par la police, supposons que ce soit sur un particulier, que peut faire le particulier? Il peut saisir les tribunaux, évidemment, et là il y aura deux biais possibles. Soit il va chercher directement à engager la responsabilité de l'État en tant que tel, parce que c'est un fonctionnaire qui a agi au nom de l'État et donc finalement c'est la responsabilité de l'État qui est engagée. Soit si l'acte est particulièrement grave, on a en France ce qu'on appelle la théorie des actes détachables. C'est-à-dire que ça va être un fonctionnaire qui va avoir commis une exaction dans le cadre de son travail, par exemple en portant son uniforme à ses heures de bureau, mais l'acte va être tellement grave et au fond tellement motivé par des considérations personnelles qu'on va considérer que l'acte est détachable, et du coup là ce ne sera pas la responsabilité de l'État qui pourra être engagée, ça sera uniquement la responsabilité individuelle du policier. Et bon, après ça va évidemment changer ce fameux système de tribunaux dont je vous parlerai, parce que si vous engagez juste la responsabilité du policier parce que l'acte est totalement grave, ça va aller devant les juridictions judiciaires. Si c'est la responsabilité de l'État que vous engagez parce que vous estimez qu'il agit en tant que fonctionnaire au nom de l'État et que l'acte n'est pas détachable, dans ces cas-là ce sont les tribunaux administratifs. Et s'il y a un doute, on a en France ce qu'on appelle un tribunal des conflits, qui est chargé de gérer, de résoudre les situations où on ne sait pas trop si ça relève de l'administratif ou du judiciaire. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire sur la responsabilité d'un fonctionnaire, police par exemple. Voilà, je pense que c'est tout, madame. Peut-être juste, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une circulaire du ministère de la Justice qui date d'octobre de 2014, je crois, qui est venue préciser un petit peu toutes les questions de transfèrement, d'entraide, de coopération, à la suite de toute une série de textes. Donc c'est un document assez précis. Je pense que si vous allez sur Internet, vous tapez circulaire, je crois que c'est octobre 14, circulaire ministre de la Justice, ce transfèrement, vous aurez le texte qui fait une quarantaine de pages, je crois. D'accord. C'est un certain nombre de points. Voilà. Et puis on a la loi de 84 en France, donc vous avez dû la voir. Oui, je l'ai lu. Il y a la Convention de Strasbourg, il y a ce que je peux vous dire d'autre. Puis après, c'est effectivement bilatéral. Il y a aussi la Convention du Conseil européen sur le transfert des personnes condamnées aussi. C'est ça, oui. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout. Je vous remercie énormément, Madame Toublan, pour votre temps et votre